Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, et à l'initiative de son fils, le Rav Avraham Baruch Pevzner, Rav de la communauté Lubavitch de Paris, est heureux de partager avec vous l'étude de Megillat Esther. Nous allons continuer notre étude au Perek Aleph, premier chapitre de la Megillah, Pasuk Bet, deuxième verset. Voilà ce que nous dit le Pasuk Bayami Mahem à cette époque-là, pendant ces jours-là, que Shevet, lorsqu'il s'est installé, Hamelech Achashverosh, le roi Achashverosh al-Kissé Malchuto, sur le trône de son royaume, Asher Beshushan Abira, qui se trouve dans Shushan Abira. Qu'est-ce que ça veut dire ici, qu'il s'est installé, qu'il s'est assis? Ça veut dire qu'en vérité, pendant une période, malgré qu'il était officiellement roi, son assise, son autorité n'était pas du tout stable. Pendant 3 ans, on va le voir dans le passouk suivant, il y a eu des guerres, des gens qui ont essayé de lui prendre le pouvoir de l'extérieur et de l'intérieur de son royaume. Et donc, c'est seulement une fois que son pouvoir s'est installé, que Shevet HaMelech Achashverosh al-Kissé Malchutos, c'est-à-dire que il n'était plus l'imposteur qui s'est imposé sur le royaume de Parasumadai, mais c'était devenu maintenant un roi reconnu. Alors, Kissé Malchuto, ici il faut l'expliquer aussi dans le sens simple du terme, c'est-à-dire son trône, la chaise de son royaume. En vérité, il a fabriqué une copie du trône du roi Shlomo, de Shlomo HaMelech. Il avait un trône très particulier, on sait tout ce que les Chachamim nous disent concernant ce trône extraordinaire, et ce trône était très convoité. Le problème de ce trône, c'est que personne ne pouvait s'y asseoir. Il y avait des animaux qui étaient en métal, mais qui frappaient celui qui tentait de monter sur le trône. Et donc ce trône a été pris une première fois par un des rois d'Égypte qui l'a vendu. Ce trône du roi Shlomo HaMelech, il est passé de main en main, mais personne n'a pu un jour s'y asseoir. Et bien, Achashverosh, il a décidé de se faire une copie du trône de Shlomo HaMelech, et ça a pris 3 ans. 3 ans où on lui a construit ce trône, qui était a priori une copie pratiquement identique de celui de Shlomo HaMelech. Seulement, ce trône, il n'a pas pu l'amener où il voulait, il a dû rester à l'endroit où il a été fabriqué. Et donc, c'est l'explication de Shushan Abira. Alors, Shushan Abira, souvent on traduit la capitale Shushan, mais ce n'est pas exactement ça. Dans le royaume de Parasumadai, il y a plusieurs régions. Il y a une région qui s'appelle Elam. C'était à l'époque une des forces politiques de l'endroit. On peut retrouver des traces, c'est à peu près 6e siècle avant notre ère. Et l'endroit le plus stratégique de cette région-là, qui s'appelait Elam, c'était Shushan. Shushan était une ville fortifiée très importante. Achashverosh, il n'a pas été s'installer dans la capitale de Parasumadai. Il a dû s'installer à Shushan Abira. Donc Shushan Abira, c'était pas la capitale, c'était seulement un endroit qui était fort, qui était avec des murailles et qui donc était protégé. Et c'est là-bas que Achashverosh, il a choisi de s'installer et d'y mettre son trône. La Hashgacha Pratit a voulu que qui vivait à Shushan, Mordechai, comme on le verra plus tard, Ish Yehudi Aya Beshushan Abira, il y avait un homme juif qui était à Shushan Abira qui s'appelait Mordechai. Et donc il se trouve que la Hashgacha Pratit elle a voulu que Achashverosh décide de ne pas aller vivre à la capitale, de rester à Shushan Abira pour des raisons, de sûreté a priori, cette histoire de trône qui n'a pas pu déplacer. Donc il se retrouve à Shushan Abira, et c'est à Shushan Abira aussi qu'il y a Mordechai Hatzadik. Donc on a déjà les premiers éléments de la Hashgacha Pratit qui se placent dans la Megillah pour que, le temps venu, Mordechai puisse intervenir par l'intermédiaire de Esther auprès du roi Achashverosh. Pasuk Gimel, Bishnat Shalosh le Molcho, la 3e année de son règne, donc depuis que Achashverosh a commencé à régner jusqu'à la 3e année, comme nous l'avons dit dans le Pasuk Bet, il y avait beaucoup de luttes à l'intérieur et à l'extérieur de son royaume. D'ailleurs, c'est mashma, on peut comprendre dans la Gemara que Mordechai et Haman, chacun de son côté, ont participé à ces luttes. Et donc, ça a mis 3 ans pour pacifier, entre guillemets, son royaume, installer son autorité. Et donc, une fois que tout ça
s'est terminé au bout de 3 ans. D'après le Midrash, c'était un Rosh Chodesh Nissan. Asa Mishte, il a fait un festin. Le terme festin désigne toujours un repas agréable, quelque chose qui vient fêter un événement. Alors il a fait un festin, les Chol Sarav, à tous ces princes, c'était les 127 princes responsables des 127 provinces, Va Avadav, à tous ses serviteurs, ceux qui étaient proches de lui, Chel, à l'armée de Paras ou Madaï, Apartemim, alors Apartemim ça désigne quelque chose qui devrait être comme aujourd'hui chez nous les préfets, c'est-à-dire c'était des responsables de région, et Vesare Hamedinot, et les princes de toutes les 127 provinces, les Fanav, tout cela, il aura fait un festin. C'était en vérité comme aujourd'hui, même si c'était vraiment c'était pas une démocratie, mais ce seraient les députés, les ministres, les préfets, tout cela, il les a réunis pour un grand michté. Alors pourquoi il a fait un michté? Pourquoi il a fait un festin? Alors on trouve plusieurs pistes. Bien sûr, la piste la plus simple, c'est pour fêter sa victoire. C'est vrai qu'il a été élu, entre guillemets, il a pris le pouvoir 3 ans auparavant, reste qu'il n'a pas réussi pour l'instant à montrer qu'il était le roi. Donc au bout de 3 ans de lutte, maintenant c'est le calme dans son royaume, il décide de faire un festin. Ibn Ezra, lui, il donne 3 pistes possibles. Première piste, l'erreur fatale. Depuis l'exil de Premier Temple, on savait qu'il allait y avoir une période de 70 ans. Et chacun voulait savoir, en tout cas les rois des nations, quand est-ce que les 70 ans seront finis. Dans la mesure où les 70 ans se termineront et que les bénis Israël ne seront pas remontés en Israël, ça voudrait dire que cette névoie, cette prophétie ne va pas s'accomplir. Et il semblerait que la 3e année du règne de Achashverosh, il se soit trompé, et c'est pas seulement lui qui s'est trompé, mais même ses prédécesseurs se sont trompés, et qu'il ait pensé que les 70 ans se sont terminés à sa 3e année de règne, et donc il a fait un festin. Deuxième piste amenée par le Ibn Ezra, c'est la fin de toutes les guerres qu'il avait entamées. Troisième piste, et d'après le Ibn Ezra, c'est celle qui lui paraît être la plus juste, c'était le jour du mariage avec Vashti. Donc ce Rosh Chodesh Nissan là, il réunit tout ce bon monde pour un michté, donc en l'honneur de toutes les raisons que nous avons invoquées. Et à ce festin, il va faire quelque chose qui va lui être fatal, puisqu'il va vouloir montrer sa grandeur, sa puissance et sa richesse. Et ceci, il va le faire en montrant les kelim du Beth Amikdash. Pasuk Dalet. Et Béar Oto, en montrant, pendant ces jours-là, où Achashverosh a fait son michté, il a montré à tous ses serviteurs et Osher Kevod Malchuto, la richesse de l'honneur de sa royauté. C'est-à-dire qu'il a montré non seulement qu'il était très riche, mais ce qu'il possédait était très honorable. Et ce qui faisait de lui un roi qui devait être reconnu par tous. Vet Yekar Tiferet Gedulato, et la magnificence de sa grandeur. Ici, par la magnificence, on désigne des habits qui étaient des habits réservés normalement aux souverains les plus importants. Et ce michté-là a duré Yamim Rabim, de nombreux jours. On verra exactement qu'est-ce qu'on veut désigner par nombreux jours. Shmonim ou Meatiom, ça a duré 180 jours. Donc ça, c'est pour le pshat. Ça, c'est pour le sens simple de ce qu'on veut nous dire concernant cet étalage de gloire, de richesse et de pouvoir. Maintenant, nous allons revenir sur l'erreur d'Achashverosh ici. La Gemara dit qu'on fait une Gzera Shava. Une Gzera Shava, c'est-à-dire qu'on prend un terme dans un verset, on prend un terme dans un autre verset, et on va comparer le contexte des deux versets. Ici, les habits qu'il a mis, ils sont désignés par Tiferet Gedulato. Donc il y a la notion de magnificence. Le mot Tiferet, il est mentionné dans la Torah concernant les habits du Kohen Gadol. Les habits du Kohen en général, mais particulièrement les habits du Kohen Gadol, les Chavod ou le Tiferet. Comme ça, c'est marqué dans Parashat Tetzavé. Donc on a le mot Tiferet, Tiferet. De là, les Chachamim, ils ont appris dans la Gemara que les
habits qu'il a mis pour se montrer à donc ses conseillers et ces gens très importants, c'était avec les 8 habits du Kohen Gadol. Et donc, un jour, Achashverosh apparaît avec les 8 habits du Kohen Gadol, les habits du Kohen Gadol qui avaient été pris depuis la prise de Yerushalayim par Nebuchadnezzar, le roi de Bavel. Pourquoi? Pour lui, l'histoire du Beth Amikdash était finie. Pourquoi? Ceux qui ont suivi le premier cours d'introduction se sont rappelés qu'à une époque, on a permis la reconstruction du temple et puis après, ça a été arrêté pendant 18 ans. Donc pour lui, la période d'arrêt de reconstruction du temple montre que c'est fini une bonne fois pour toutes. D'autre part, il avait compté 70 ans d'exil depuis la névoie de Yirmia, depuis la prophétie de Jérémie, ce qui était faux. Donc pour lui, c'était l'occasion de mettre 8 habits de Kohen Gadol pour montrer c'est fini, on n'en parlera plus. Vous allez me dire, mais peut-être que c'était pas les habits de Kohen Gadol, peut-être que c'est des habits simples. On sait qu'un Kohen simple, il avait 4 habits en lin blanc, alors que le Kohen Gadol, il avait des habits avec de l'or, avec du bleu azur, etc. Qui nous dit que c'était les habits du Kohen Gadol? Alors, il y a un commentateur qui dit qu'il faut aller voir dans le Pasuk Vav, dans le 6e verset de la Megillah, où c'est marqué là-bas Chour. Chour, la traduction de Chour, c'est une matière précieuse de tissu, et Chour, le Chet, il est écrit en grand. Chet comme 8, c'est une allusion aux 8 habits du Kohen Gadol. D'autre part, il y a des Mefarshim qui expliquent, c'est le cas du Rav Epstein dans Torah Tmima, qui dit, c'est très simple, il serait venu avec 4 habits simples de blanc, de lin blanc, qui aurait pensé que c'est quelque chose de tellement important? Donc on est obligé de dire que ces habits sont les habits du Kohen Gadol, ce qui est vraiment interdit, même si a priori il n'est pas concerné par toutes les lois de la Torah, mais en tout cas c'était blasphématoire et puis c'était pour montrer la fin du retour d'Israël à Tzion. Yamim Rabim. Yamim Rabim, c'est de nombreux jours. Et puis, on nous dit exactement combien de temps ça a duré. On nous dit Shmonim ou Me'at Yom, 180 jours. Alors, avant de revenir sur les 180 jours, Yamim Rabim, d'après les commentateurs, comme ça c'est expliqué dans le Midrash, c'était toute la période estivale. Ça commençait Rosh Chodesh Nissan, et ça a fini le 3 Tishri. Donc, c'était 6 mois, 180 jours. Alors vous allez me dire pourquoi ça s'est pas fini à Rosh Hashanah puisque c'est 6 mois, mais vous savez que dans la tradition juive il y a des mois de 29 et il y a des mois de 30. Donc ça s'est fini le 3 Tishri. 180 jours. 180 jours pour quoi faire? Eh bien il a montré et Yikar Tiferet Gdulato. Il a montré sa grandeur. Et là nous avons 2 pistes. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 180 jours? D'abord, d'après certains, il a montré tous les trésors de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor. Nabucodonosor, donc le grand-père ou l'arrière-grand-père selon les 2 versions de sa femme Vashti, il avait amassé un trésor qui contenait 1080 pièces très très précieuses. Et avant de mourir, étant donné que c'était quelqu'un qui était méchant même avec son propre peuple, il a décidé de les jeter dans l'Euphrate, dans le fleuve de Pérat. Lorsque Koresh, premier du nom, a donné l'autorisation de reconstruire le Beth Amikdash, même si après cette autorisation va être stoppée par Achashverosh entre autres, Akadosh Baruch Hu lui a fait un miracle et lui a montré où se trouvaient les trésors d'Achashverosh, les trésors de Nebuchadnezzar, pardon. Et donc, suite à Koresh, il y a eu Achashverosh. Achashverosh, il avait donc dans son trésor 1080 trésors de Nebuchadnezzar. Chaque jour, il en a montré 6. Comment on sait 6? Parce que c'est marqué Rocher, Kvod, Malchuto, Yekar, Tiferet, Gdulato. 6 mots pour désigner 6 trésors par jour. 1080 trésors, vous divisez par 6, ça fait 180 jours, ça fait 6 mois de Michté. Donc on a exactement les 180 jours. Deuxième version, il a montré les trésors du Beth Amikdash. Alors, là c'est un petit peu plus compliqué comme calcul. Donc Chachamim, ils expliquent qu'un Otsar, un trésor, c'est le ramassis de 5 éléments précieux. Donc on va partir du principe qu'il a montré les Otsarot, il a montré les trésors à la mesure de 5 par jour. Maintenant, étant donné, comme on a dit précédemment, qu'il y a 6 termes
pour désigner ce qu'il voulait faire. Osher Kevod Malchuto Yekar Tiferet Gdulato. Donc on peut considérer que chaque jour il sortait 30 kelim du Beth Amikdash. Chaque jour 30 kelim du Beth Amikdash. 180 jours, il faut multiplier 180 par 30, vous tombez sur 5400 kelim. Lorsque on lit le livre de Ezra dit que Nebuchadnezzar, le roi de Babel, à part le trésor de 1080, il avait pris 5400 kelim du Beth Amikdash, et donc ces 5400 kelim, ils ont été utilisés par Achashverosh pendant les 180 jours de festin. Maintenant, ici, a priori, le peuple juif, le peuple qui se trouve à Shushan, qui se trouve dans l'empire de Parasoumadai, ne participe pas à ce festin. Ça ne concerne pas. Et donc Achashverosh va pallier à ce problème. Il va décider d'organiser un autre festin qui, celui-là, va durer que 7 jours. Ce festin sera principalement le festin destiné au Bnei Israël. Il va durer 7 jours. Je vous rappelle que le premier festin finit le 3 Tishri. Alors, il y a une marloquette de savoir, il y a une discussion de savoir est-ce que les 7 jours du festin des Bnei Israël étaient inclus dans les 180, ou bien il y a eu 180 et à la fin, il y avait 7 jours. Et donc, si vous calculez bien, si le premier Mishté, il a fini le 3 Tishri, et que le festin destiné au Bnei Israël a commencé le 4 Tishri, vous faites 7 jours, ça veut dire que c'était du 4 au 10 Tishri, le jour de Yom Kippour. Comment les Bnei Israël vont agir par rapport à cette invitation? Est-ce qu'ils vont y aller, pas y aller? Quelle va être la position de Mordechai? Ce sera Bezrat Hashem, ce sera l'objet de notre prochain post. Voilà pour ce cours, et Bezrat Hashem, on se retrouve très très rapidement pour la suite de notre étude.